Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 19 août 2026 et notre cher ami, notre frère, Robert Barnes, est avec nous. Bon retour parmi nous, Robert. Ravi d'être là. Robert, commençons par ce qui se passe, par ce qui s'est passé entre Israël et la Turquie, l'attaque contre la Syrie, dont Israël est très préoccupé. Parce qu'on vient d'apprendre il y a quelques instants que le Mossad israélien a parlé avec le gouvernement syrien, avec Al-Shara, Al-Jolani, et les a avertis de l'activité turque en Syrie. Ensuite, il semble que Benjamin Netanyahou ait dit qu'il n'avait pas pris en compte ces paroles, ces signaux qu'ils essayaient d'envoyer à la Turquie. Ils ne les ont pas pris au sérieux. Donc on voit l'attaque arriver, et il y a une forme de, je dirais, d'inquiétude du côté de Tom Barak. Par exemple, l'administration Trump voit le risque d'une escalade entre Israël et la Turquie. Comment relier tous ces éléments? Parce qu'il y a les élections en Israël. Ils se battent. Netanyahou se bat pour sa survie politique en Israël. D'un autre côté, ils intensifient, d'une certaine manière, les attaques dans le sud du Liban, les attaques contre la Syrie, contre Gaza. Et il n'y a aucun moyen de comprendre ce qui se passe en Israël. Comment interprétez-vous ces nouvelles attaques contre la Syrie? En gros, Bibi est en grande difficulté. Les sondages et les marchés prédictifs estiment à plus de 70% les chances que Bibi Netanyahou perde les élections en octobre et qu'il les perde face au nouveau parti Yachar, fondé par l'ancien général de Tzahal Eisenkot. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Si je l'ai massacré, toutes mes excuses, mais je massacre tout ce qui touche à la prononciation. Donc, il semble qu'il va être élu sans difficulté. Et il apparaît que Bibi et les partis de la droite durs pourraient perdre jusqu'à la moitié, voire davantage, des sièges qu'ils détenaient à l'issue de la précédente élection. Et bien sûr, ce n'est pas seulement un désastre politique pour Bibi, c'est aussi un désastre personnel, parce que cela signifie que ses procès reprennent à plein régime. La plupart des gens qui ont examiné les éléments de preuve lors de ces procès estiment, en gros, qu'il a fait pression sur des gens pour obtenir énormément de cigares cubains, ce que je peux comprendre. Larry et moi, nous comprenons tous les deux cette habitude en particulier. Mais pas au point de détourner l'usage des ressources de l'État pour y parvenir, surtout pas en Israël, où les règles contre ça sont très strictes. Et puis sa femme commandait, en gros, des tonneaux de champagne par jour. Et Bibi est resté avec elle parce qu'il l'avait trompée dans les années 90. Il s'est fait prendre, s'est dénoncé lui-même en pensant qu'ils allaient diffuser une cassette. En fait, il n'y avait pas de cassette, mais il était déjà foutu. Alors, il est resté collé à elle depuis. Je veux dire, c'est une vraie pochetronne. Je veux dire, genre, waouh. Et donc, vous savez, elle a fait pression sur des gens, des faveurs fiscales, cette faveur-là, cet accord, cet autre accord. Et le lobby israélien aux États-Unis a toujours été profondément lié à Bibi, et en particulier au parti du Likoud. Ce n'est pas le même lobby israélien pour les partis qui ne sont pas liés à Bibi. Les gens se sont concentrés sur Naftali Bennett. C'est très peu probable que ce soit lui. Il y a 90% de chances qu'il ne soit pas le prochain Premier ministre. C'est ce type, Eisenkot, qui est apparu presque de nulle part. Et dans certains milieux, on espère qu'il modérera la position d'Israël, principalement parce que avant le 7 octobre 2023, il avait évoqué l'idée d'une solution à 2 États pour Israël. Or, sur le plan militaire, ce n'est pas vraiment quelqu'un qu'on connaît pour sa douceur. C'est lui qui a contribué à imaginer l'idée de punir collectivement des communautés au Liban pour atteindre le Hezbollah. Voilà qui il est, militairement. Mais c'est le genre de type qui pense qu'il faut y aller à fond ou se retirer. Il ne veut pas, vous savez, de troupes au sol en permanence. Il ne veut pas de conflits sans fin qui durent indéfiniment. Il ne veut pas aller au-delà de ses capacités.
Donc on suppose qu'il serait bien plus susceptible que Bibi de retirer la présence israélienne qui pousse à la guerre avec l'Iran, au Liban Sud, à Gaza et en Syrie. Et Bibi voit les choses ainsi. Deux choses se passent. D'abord, dans l'entourage de Bibi en Israël, certains pensent que c'est peut-être leur dernière chance. C'est pour ça qu'ils mettent tout sur la table à Gaza, tout sur la table au Liban, tout sur la table en Syrie, tout sur la table en Iran. Ils mettent tout sur la table en essayant de provoquer des conflits avec le Qatar et avec la Turquie. Et peut-être aussi en coulisses avec les Ukrainiens, par le biais de tous ces différents groupes de type ukrainien, avec ces diverses attaques sous faux drapeaux contre les Émirats arabes unis, l'Égypte, les Saoudiens et les dirigeants turcs. Et on le voit bien. Car s'ils sont désespérés, c'est d'abord parce qu'ils pensent que c'est leur dernier souffle. Et ensuite, parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen d'inverser le résultat des élections. Créer un maximum de risques sécuritaires et de peur au sein de la population israélienne. C'est apparemment sur cela que Bibi mise tout. Et donc, ça ne marche pas. Alastair Crooke suit la presse hébraïque. Elle détaille comment, en substance, Bibi se retrouve avec un scandale du type armes de destruction massive en Irak. Autrement dit, les propres services de renseignement militaire israéliens, ainsi que les analystes du Mossad, ont dit à Bibi qu'en réalité, l'Iran n'était pas du tout prêt de se doter de l'arme nucléaire, du point de vue de l'intention. Ils ont toujours eu la capacité, mais pas l'intention. Ils ont aussi dit que le régime iranien ne s'effondrerait pas et que ce ne serait pas une guerre de 4 ou 5 jours. Pourtant, Bibi a retenu et caché ces informations, et il a menti au président des États-Unis sur ce que lui disaient ses propres services de renseignement. Donc à un moment donné, ça va exploser en scandale. Et puis, Israël a un problème de fuite des cerveaux. C'est l'un des enjeux de la campagne. Bibi fait campagne sur le fait qu'ils ont perdu une partie de leurs meilleurs éléments au cours des 3 ou 4 dernières années. Ils ne veulent pas être impliqués dans ces conflits sans fin. Donc, je pense que vous ne verrez pas Bibi céder du tout d'ici au jour de l'élection. Trump a pensé, pendant un temps, qu'il pourrait le convaincre de faire marche arrière, en échange d'un soutien de Trump, en pensant que cela lui permettrait de l'emporter. Et c'était le message de Kushner lorsqu'il est allé lui rendre visite. Mais on pouvait le voir dans le comportement de Kushner ensuite. Il a été très désinvolte à l'égard de la position du Hamas, alors qu'il avait promis l'inverse au Hamas la veille. Il disait qu'il pourrait entrer dans un délai de 60 à 90 jours. Donc, tout cela consiste à négocier et à composer avec l'intérêt politique personnel de Bibi et à savoir s'il va faire exploser le monde d'ici au jour de l'élection, juste pour sauver sa peau. Et c'est en grande partie ce qui se passe. L'autre facteur en jeu, ce sont ce qui semblent être des opérations de renseignement, de type opération Gladio ou de type Cuba après Batista, menant toutes sortes de fausses opérations sous faux pavillons et d'événements de type terroriste à travers le Moyen-Orient. Je sais que vous avez interrogé le professeur Morandi, qui a identifié cela comme un risque potentiel, un point de risque. Et c'est partout. Les gens doivent revenir là-dessus et regarder comment nous avons mené l'opération Gladio, comment nous avons travaillé avec le crime organisé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Lucky Luciano, qui a aidé à mettre cela en place, puis qui a contribué à développer le travail avec la mafia corse, laquelle a mis en place la French Connection, et tout le reste. La première chose qu'on fait quand on va en Afghanistan, c'est de s'assurer qu'ils remettent ces champs de pavots en état de marche et que l'opium recommence à circuler. Même chose au Vietnam, avec Air America, comme on le sait bien. Mais on l'a aussi fait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Lucky Luciano, qui était l'un des rois du trafic de drogue bien avant tous les autres.
Pareil avec les cartels de la drogue en Colombie et au Mexique dans les années 80 et 90. C'est raconté dans toute une série de films, mais ça apparaît aussi dans les archives judiciaires et les enquêtes journalistiques de gens comme Gary Webb. Donc, on s'est mis au lit avec ces gens ignobles parce que ce sont les meilleurs dans la traite des êtres humains. Ce sont les meilleurs pour blanchir l'information. Ils sont les meilleurs pour le blanchiment d'argent, les meilleurs pour le sabotage avec des saboteurs, l'extorsion, les menaces et les pots de vin. Vous savez, quand on veut déstabiliser un gouvernement, en prendre le contrôle ou le protéger d'une révolution ou d'une rébellion, on fait appel à des gens du crime organisé, parce qu'ils savent faire ça. C'est ce que nous faisions après la Seconde Guerre mondiale. C'est alors qu'on a eu l'opération Gladio, avec ses armées clandestines, laissées en place en Europe centrale et orientale, et même dans certaines régions d'Europe occidentale. Or, ces armées clandestines se sont mêlées à certains éléments du crime organisé. L'objectif était de les laisser sur place, avec des caches d'armes et une formation déjà acquise, au cas où les Soviétiques envahiraient. C'était le postulat de départ. Le problème, c'était avec qui nous nous étions mis au lit et ce que nous leur avions laissé comme outils et techniques. Cela a créé toutes sortes de problèmes qui se sont manifestés par le terrorisme, les vols et diverses activités de criminalité organisée, de l'Italie aux Pays-Bas, dans les années 70, 80 et au début des années 90. Nous avons essayé de les réprimer, mais ils finissaient toujours par ressurgir. L'un des principaux endroits où nous avons mené l'opération Gladio, c'était l'Ukraine. Ce ne sont donc pas vraiment les gens les plus amicaux ni les plus recommandables à laisser au pouvoir. Ensuite, regardez comment il a utilisé les Cubains de l'après-Batista. Ces Cubains faisaient partie du gouvernement Batista qui a fui quand Fidel a pris le pouvoir. Des gens comme Félix Rodríguez se retrouvent partout, depuis l'assassinat d'Ernesto Che Guevara en Bolivie, contre les ordres des États-Unis, soit dit en passant, jusqu'à porter sa montre pendant les 20 années suivantes, en s'en vantant, puis à se retrouver au cœur de l'affaire Iran-Contra 20 ans plus tard. On utilise les Cubains comme une sorte de blanchisseurs dans une zone grise, à la fois pour l'argent et pour l'information. Ils servent de lien entre le monde du crime organisé et celui des institutions gouvernementales. Et puis, l'autre avantage, c'est qu'on plonge dans le trafic de drogue, le trafic d'armes ou la traite des êtres humains, et qu'on crée des liquidités indépendantes, totalement hors comptabilité, pour diverses opérations de renseignement à l'échelle mondiale. Il me semble qu'on a fait ça avec les Ukrainiens. Ça se tient. C'est un endroit où tous les gens du genre Soros, le lieu favori de George Soros, se sont activés après 1990. On avait l'aspect résiduel de l'opération Gladio, qui a notamment contribué à créer un récit factice du nationalisme ukrainien, largement élaboré à Harvard dans les années 1970. Un récit qui a reformulé l'histoire des famines soviétiques pour en faire une histoire anti-ukrainienne, tout ce genre de choses. Mais on dirait qu'on a armé un paquet de dingues. Vous savez, des types néo-nazis, des mercenaires. On a fait venir des tueurs à gages, des cartels colombiens. On a fait venir des terroristes islamistes. On a en quelque sorte utilisé beaucoup de moudjahidines en Afghanistan de cette manière. Puis plus tard, d'autres groupes à travers le monde islamique, sunnites, wahhabites. Vous savez, il y a une raison pour laquelle ils continuent d'apparaître et de commettre des attentats, sans jamais attaquer Israël. C'est assez révélateur de ceux qui les financent et les soutiennent. Et on les a même envoyés en Ukraine. Donc on les réunit tous. Vous savez, présentez votre frère terroriste islamiste sunnite à votre frère du crime organisé, à votre frère des cartels colombiens, à votre néo-nazi ukrainien. Je pense donc qu'ils apparaissent dans tous ces endroits. Ils pourraient être présents dans des pays comme Israël ou comme l'Égypte.
Il pourrait expliquer ces attaques inexpliquées que nous avons vues de manière sporadique, mais qui ont commencé à atteindre un pic au cours du dernier mois. Et quel est le lien? Bibi Netanyahou est en grande difficulté politique en Israël. Il a besoin que tout explose, et que le chaos soit tel, et que le public ait tellement peur qu'il soit réélu. C'est sa dernière chance de gagner. Et malheureusement, c'est pour cela que je pense que nous allons assister à une escalade, plutôt qu'à une diminution de tout cela. Malgré les appels de Kushner à ce qu'il conclue un accord et se montre généreux en échange du soutien de Trump. Il ne semble pas que cela l'ait convaincu. Yeah. How do you see the conflict Comment voyez-vous le conflit dans le Golfe Persique, avec Israël au premier plan? D'un côté, Donald Trump a déclaré hier qu'il arrêtait de négocier avec les Iraniens. D'ailleurs, il n'y avait pas de négociation, mais il a dit qu'il les arrêtait. Il parle d'étrangler l'économie iranienne et d'accentuer la pression sur l'Iran. Et ce blocus va se poursuivre. Il parle aussi de réduire l'importance de ce commerce pour la plupart des pays. Donald Trump a dit que des alternatives pourraient venir du Texas, de la Louisiane, vous savez. Mais quand on regarde la situation, on a l'impression que les deux camps restent en retrait, s'observent et réfléchissent. Quelle sera la prochaine étape? Quel sera le prochain mouvement? Comment voyez-vous la situation? Quelle sera la prochaine initiative des deux côtés, de la part des Iraniens ou des États-Unis? Vous savez, je pense que les Iraniens cherchent à attirer Trump de nouveau dans un conflit, d'une manière qui, selon eux, leur donnerait l'avantage. Cela aggraverait le préjudice économique pour Trump juste à la veille des élections de mi-mandat, le ferait couler lors de ces élections et leur permettrait d'obtenir non seulement une forme de revanche, mais aussi une forme de dissuasion politique et concrète. Parce qu'un Trump face à une Chambre des représentants démocrate et un Sénat démocrate passerait tout son temps à se défendre contre des enquêtes et des procédures de destitution. Et c'est pas une bonne position pour essayer de faire la guerre à l'Iran. Il me semble que c'est leur logique. Et oui, vous savez, j'ai écrit un article sur Substack concernant l'opinion publique iranienne. Et dès octobre, avant ce conflit, il était clair que cette opinion s'était durcie. L'opinion publique iranienne est passée d'un accord avec le guide suprême sur le fait de ne pas utiliser ni développer d'armes nucléaires à la conviction que l'islam soutenait le développement d'armes nucléaires. Et cela avant la guerre. Et j'estime que ces chiffres se situent entre la fin des 60 et le début des 70%. Donc, le durcissement de la position de l'opinion publique iranienne et de ses dirigeants reflète ce qu'ils ont constaté dans la population. Et s'ils en avaient le moindre doute, les funérailles et la réaction aux funérailles de l'ayatollah et de sa petite fille de 4 ans, ce petit cercueil devant tous les autres, ont montré très clairement où en est cette opinion publique. Je veux dire, le président iranien cherchait à justifier le fait qu'ils aient mené le moindre niveau de diplomatie, et ils ont toujours fait monter les enchères avec Trump. Autrement dit, si Trump retire son soutien à un accord, le mur gagne 3 mètres de plus, comme Trump aimait le dire pendant le débat sur le mur avec le Mexique lors de la présidentielle de 2016. Donc, autrement dit, chaque fois qu'il retirait son soutien, ils allaient lui faire payer un prix plus élevé. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas récompenser Trump lorsqu'il retire son soutien à des accords, ni lorsqu'il profère des menaces d'extorsion. C'est pour ça que le protocole d'accord est passé de quelque chose dont ils pouvaient discuter à non. Maintenant, vous devez respecter concrètement chacun de ces termes avant que nous ouvrions le détroit. Donc vous mettez fin au blocus. On ouvre un peu plus le détroit. Vous libérez les fonds, nos fonds gelés. On ouvre un peu plus le détroit. Vous mettez fin aux sanctions. On ouvre un peu plus le détroit. Vous réduisez votre présence militaire au Moyen-Orient. On ouvre un peu plus le détroit.
Voilà l'accord. Ils ne vont pas s'appuyer sur un accord. Ils vont s'appuyer sur des comportements. Je pense que c'est pragmatique dans les circonstances parce que Trump a montré qu'il était incapable de conclure un accord. Que vous l'attribuiez comme moi à un changement de personnalité et à une dégradation de son état de santé mentale. D'après ce que des personnes très proches du président m'ont dit dès janvier et qui durait depuis des mois, ou que vous regardiez simplement son comportement au cours des 6 derniers mois, il est incapable de s'en tenir à un accord. Alors, il faut regarder les réalités pratiques pour Trump. Il ne peut pas s'en sortir indéfiniment en racontant n'importe quoi. Scott Bessent, aujourd'hui, essaye donc de doubler les achats d'obligations à 30 ans parce que leur taux vient d'atteindre son niveau le plus élevé depuis la crise financière mondiale. Même chose pour les obligations à 20 et 10 ans. Les taux continuent de frôler ces niveaux. Ensuite, il y a le carry trade sur le yen japonais. Il a dû renflouer le yen japonais pas plus tard que la semaine dernière, vu l'ampleur des bons du Trésor américain détenus par les Japonais. On ne voulait pas qu'ils commencent à les vendre massivement et à les déverser sur le marché, pas à ce moment précis, ce qui ferait exploser les rendements. Mais en même temps, il a besoin que le carry trade sur le yen japonais continue. Ouais, parce qu'on pouvait emprunter en yen à des taux bien plus bas qu'aux États-Unis. Et cet argent a ensuite alimenté une grande partie de la hausse des marchés actions occidentaux. Or, les taux d'intérêt japonais ne cessent d'augmenter, encore et encore. Ce ne sont pas seulement les taux américains. Les taux allemands atteignent eux aussi des niveaux records. Les taux d'intérêt français atteignent des niveaux records. On attend de voir les gilts britanniques retomber dans une nouvelle crise des gilts au Royaume-Uni. C'est donc le signe que le marché obligataire n'apprécie pas ce qui se passe sur la scène mondiale. Et puis, vous savez, Trump continue de vider les réserves stratégiques en faisant comme si on n'avait pas de problème. On peut raconter n'importe quoi sur Fox News, mais tout le monde va à la pompe et voit les prix. Tous ceux qui dépendent du diesel voient les prix. Tous ceux qui dépendent du kérosène voient les prix. Et ces prix montent. Et le diesel est évidemment essentiel à l'économie américaine, parce qu'il est si important pour transporter les biens essentiels et nécessaires à travers toute notre économie. Parce que l'Amérique, c'est un très grand pays. Ce sont donc des réalités auxquelles on ne peut pas échapper. Des réalités qu'on ne peut pas ignorer. On peut faire comme si elles n'existaient pas, mais les électeurs les voient en temps réel. Le marché obligataire raconte donc une autre histoire. Traditionnellement, l'indice TACO a été établi par Deutsche Bank et d'autres. Quand le taux à 10 ans dépassait 4,5, quand l'essence dépassait $4, et quand sa cote d'approbation tombait dans les 30%, Trump faisait TACO. Eh bien, sa cote d'approbation tourne autour de 33%. L'essence est largement au-dessus de $4 le gallon, de façon constante. Dans certains endroits, elle atteint son niveau le plus élevé depuis 20 ans, 40 ans, voire 50 ans, selon l'endroit où l'on se trouve. Et le taux à 10 ans est à 4,7, et il continue de monter. Donc tout cela indique que Trump doit faire TACO. Ensuite, il y a les limites opérationnelles dont Keynes tenait absolument à parler à Trump. Il les a révélées à quelqu'un que Trump a ensuite viré, juste avant que tout ça commence. Hegseth lui hurle dessus à cause de ça depuis un moment. Mais une fois que l'attaque en Jordanie a eu lieu et que Trump l'a vu en direct, il a compris qu'il n'avait ni les armes offensives ni les armes défensives nécessaires pour revenir à un conflit militaire à grande échelle avec l'Iran. Et l'Iran le sait aussi. C'est pour ça que l'Iran comprend que Trump est très vulnérable en ce moment. Les élections approchent, l'économie est en train de s'effondrer et sa vulnérabilité militaire opérationnelle n'a jamais été aussi forte, avec une attrition massive et un moral au plus bas chez nos soldats. Mais nos marines et nos aviateurs,
qui écrivent sur des avions des choses comme « Sois un bon garçon ». Allez bombarder l'Iran. Vous savez, on n'a pas vu un tel niveau de protestation publique dans un conflit américain depuis le Vietnam. Il faut remonter au Vietnam pour voir à quel point on avait laissé filtrer que de nombreux soldats américains étaient profondément mécontents de ce conflit et qu'ils n'étaient ni bien traités ni bien pris en charge. Et ce n'est pas seulement l'USS Lincoln. C'est à peu près tous les navires de la région. Ce sont de larges pans de... J'ai été contacté par un certain nombre de militaires. Je ne vais pas expliquer pourquoi certains d'entre eux m'ont contacté pour des raisons juridiques. Mais en gros, ce qu'ils décrivaient il y a des mois, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'était déjà grave à l'époque. Imaginez ce que c'est maintenant. On n'avait pas prévu ça. Nous avions prévu une guerre de 4 jours, donc nous n'avions aucune logistique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe s'ils détruisent? Comment peut-on ne pas prévoir ce scénario? Qu'est-ce qu'on fait s'ils détruisent la base navale à Bahreïn, la base de la 5e flotte? Qu'est-ce qu'on fait? Apparemment, c'était ça la réponse de nos experts militaires. Tous ces généraux, ils reçoivent de plus en plus de petites décorations sur leurs revers, leurs petites épingles, selon tout ce qu'ils perdent. C'est ça. Ils disent « Oh non, j'en ai perdu 9. Non, toi tu n'en as perdu que 3. » C'est à ça que servent nos généraux. Ils sont totalement inutiles, à part aller se remplir les poches dans le complexe militaro-industriel et raconter des conneries sur Fox auxquelles Trump adhère de temps en temps. Il reviendra et dira, vous savez, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Une idée complètement dingue que Keane, Kellogg ou l'un de ses autres cinglés a sorti. Et Keane lui redira non. Bien sûr, entre-temps, il continue de tourner autour de l'idée. Peut-être qu'on pourrait utiliser des armes nucléaires. Qu'est-ce que vous pensez de quelques armes nucléaires? C'est la 3e fois qu'il fait ça pendant la guerre en Iran. Et pour la 3e fois, on lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Non. Mais si ça a fuité jusqu'à Marjorie Taylor Greene, c'est parce que Trump était reparti là-dessus. Ils ont publié un quasi-démenti. Mais ce qui m'a inquiété, c'est qu'ils n'ont pas démenti complètement. Je voulais qu'il fasse ce qu'il a été forcé de faire les 2 dernières fois que c'est arrivé. Prendre officiellement position et dire « je ne ferai jamais ça », etc. Au lieu de ça, il a fait comme si Marjorie Taylor Greene ne savait pas de quoi elle parlait. D'accord, qu'ils le disent clairement. En aucun cas, au grand jamais, vous n'utiliseriez des armes nucléaires. Point final. Dans ces circonstances. Et cette fois, il ne l'a pas vraiment fait, ce qui est un peu préoccupant. Il y a donc une forte résistance à l'idée même de les utiliser, mais pas de la part de Trump lui-même, malheureusement, parce que son cerveau est un peu grillé. Je ne sais pas si vous avez vu les vieilles pubs américaines des années 80 avec les œufs qu'on fait frire. Elles disaient « Voilà votre cerveau sous l'effet de la drogue ». Eh bien, c'est à peu près la même chose avec votre cerveau sous l'effet de Laura Loomer. Vous finissez comme Trump. Mais espérons que le reste du monde gardera suffisamment son sang-froid pour éviter que tout explose gravement. Trump se trouve dans une situation militaire, monétaire et politique où il ne peut pas vraiment aller plus loin dans l'escalade sans que ça ne se retourne davantage contre lui que contre l'Iran. Et il le sait. Je pense que ce qui est si important, Robert, c'est de savoir qui lui parle et qui est la principale personne influente dans le cercle rapproché de Donald Trump. Parce que, si vous regardez Scott Bessent, par exemple, chaque fois qu'il parle des questions économiques liées au détroit d'Ormuz, il dit « On peut tout simplement, ce n'est qu'une question de temps. Dans 2 ans, nous allons réduire l'importance de ce détroit et ce sera grand et magnifique pour nous. » Alors, s'il écoute ces gens qui lui fournissent de fausses informations, qu'attendez-vous de ce type?
And he's not going to come out with a logical Et il ne va pas aboutir à une conclusion, ni adopter un état d'esprit logique pour résoudre les problèmes. C'est le problème de l'administration, de tous ensemble. Je ne parle pas seulement de certains. Pete Hegseth a été mentionné. MSNBC a rapporté que Pete Hegseth ne lui avait pas dit ce qui se passait au sein de la 5e flotte, à Bahreïn, les ravages qui se sont produits, et à quel point il était difficile pour les Américains de ravitailler l'Abraham Lincoln. Ce sont donc de petits problèmes, mais mis bout à bout, vous voyez, ils créent une énorme forme d'incompréhension chez le président. C'est ça le problème quand on regarde la situation dans son ensemble. Oui, le point essentiel, c'est, souvenez-vous du mème tiré du film, avec Hitler à la fin de sa vie, vous savez, qui hurle et tape sur la table. Ils en ont fait une centaine de versions. Le problème, ce n'est pas de savoir qui parle à Trump, c'est de savoir à qui Trump parle. Le problème, c'est que Trump écartera quiconque lui donne des informations qu'il ne veut pas entendre. Voilà pourquoi Soros-Scotty, qui est un manipulateur hors pair, à la fois des marchés de matières premières et des marchés des devises, invente des absurdités, ce qu'il fait régulièrement. Il y a des gens qui sont amis et soutiens de Bessent depuis toujours, et ça les amuse énormément, parce qu'ils savent que Bessent sait qu'il ment. Donc, quand Bessent, vous savez, il y a 2 ans l'an dernier, Bessent a dit « Nous allons remplacer le monopole chinois sur les terres rares, probablement en 1 an. En 1 an environ, nous allons le remplacer. » Donc la Chine a trop poussé son avantage. Ils vont regretter la manière dont ils ont géré ça. Enfin, la réalité c'est, vous imaginez essayer de bluffer les Chinois? Pourtant, c'est ce que Bessent et Trump ont essayé de faire. Et les Chinois les ont écrasés. Trump s'est fait gifler la dernière fois qu'il est allé à Pékin mendier de l'aide. Et c'est pour ça qu'il a dû se défiler de sa grande guerre des droits de douane, qui était son thème phare avec la Chine. Parce qu'il n'avait pas compris qu'on ne pouvait pas bluffer les Chinois, mais aussi qu'ils détenaient le monopole des terres rares. Donc, quand il dit des choses du genre « Oh, les marchés vont bien », et que vous savez, le pauvre secrétaire à l'énergie Wright est traîné dehors pour dire « Oh oui, on fait passer 10 millions de barils par le corridor d'Oman », il sait que c'est faux. Tout le monde sur les marchés pétroliers sait que c'est faux. Mais il doit s'humilier pour rester dans les bonnes grâces de Trump, afin de ne pas être sacrifié sur la pelouse de l'aile ouest. Et c'est pareil avec Bessent. Il le fait parce que c'est ce que Trump veut entendre, pas parce que c'est ce qu'il croit vraiment. Donc si Trump croit à des absurdités, ce n'est pas forcément parce que les gens lui racontent des absurdités, même si ça fait partie du problème. Ils sont tous lâches et serviles, et ils refusent de lui fournir des renseignements et des informations honnêtes. Mais c'est parce qu'il exige de fausses informations et de faux renseignements. Quand J.D. Vance lui a donné des informations honnêtes, il a dit à des gens, vers la mi-mars, fin mars, début avril, alors qu'il était évident que Vance avait raison, qu'il voulait virer Vance. Voilà sa réaction envers toute personne qui lui fait un retour honnête. Il se met en colère quand on lui donne un avis honnête. On le voit bien avec cette histoire de l'USS Liberty qui ressort. C'est du genre, non, ils ne sont même pas là depuis assez longtemps. C'est juste Trump qui fait son enfant gâté et qui est en colère. C'est politiquement stupide, mais il a été le cadeau tombé du ciel. Il ne faut pas regarder un cheval donné dans la bouche, enfin, peu importe l'expression. Il met juste les pieds dans le plat. Vous voulez dire Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Oui, Abraham Lincoln. Il met sans arrêt les pieds dans le plat. Je veux dire, c'est un type qui autrefois était l'un des plus grands persuadés politiques et des plus grands vendeurs de masse de l'histoire américaine, même avant de devenir président. Un maître du marketing. Vous savez, il admirait P.T. Barnum comme l'un des grands vendeurs, quelqu'un qu'il voulait imiter.
Maintenant, c'est comme le petit frère attardé de P.T. Barnum. Je veux dire, c'est comme s'il disait régulièrement toutes les mauvaises choses au mauvais moment. Ça donne une idée de la dégradation de son processus de décision. Il a subi un changement complet de personnalité. Il veut être comparé à Genghis Khan, à Attila le Hun, à Hitler et à Staline, en termes de pouvoir. Donc il est dans une toute autre obsession. C'est pour ça qu'il admire un peu Bibi maintenant, alors qu'il détestait Bibi en 2020, à cause de la rapidité avec laquelle Bibi lui a planté un couteau dans le dos. Maintenant, il voit en Bibi Netanyahou une sorte d'âme sœur, ce qui veut dire qu'il respecte le fait que Bibi lui mette une claque. C'est tout simplement incroyable. Son état d'esprit est tellement dégradé et sa prise de décision tellement problématique qu'on ne peut lui faire confiance pour prendre des décisions rationnelles et fiables. Mais aujourd'hui, ceux qui lui résistent, ce sont le général Kine, le vice-président Vance et les gens sur le terrain, si l'on peut dire dans l'armée. Ce sont eux qui disent « on ne peut pas faire ça ». Et les gens devraient y réfléchir. Comment ces histoires sur l'USS Lincoln et d'autres navires ont-elles émergé? Les parents étaient de plus en plus inquiets. Alors ils ont contacté des gens comme moi, comme Larry Johnson, comme d'autres personnes dans les médias, pour savoir ce qui se passait. Mais comment cette affaire est-elle devenue grand public? Elle le devient parce que quelqu'un dans l'armée la confirme à des médias comme The Guardian, et ainsi de suite. Vous voyez à quelle vitesse l'histoire du nucléaire a fuité en la disant à Marjorie Taylor Greene, sachant qu'elle la diffuserait au monde entier. Ça n'arrive que lorsqu'il y a une dissension majeure au sein de l'armée. Donc ils ne veulent pas faire la guerre. Besson essaie de faire tourner les choses autant qu'il peut, mais ça ne change pas ce qui se passe à la pompe. Tout le monde le voit au quotidien. Ça ne change pas le fait que près de 80% des Américains ont une vision très négative de l'économie. Ça ne change pas le fait qu'ils continuent de perdre ses candidats au poste de gouverneur lors des primaires républicaines. Je crois que c'est désormais le 5e ou le 6e, hier soir. Sur les 8 derniers candidats de Trump au poste de gouverneur, 6 ont perdu. Il a perdu plusieurs candidats au Congrès, très en vue hier soir. Alors vous savez, Remexer vrai son voodoo s'évaporer en Tanguy. Puis en Alaska, Peltola a fait tellement bien que visiblement, c'est encore un siège qu'ils vont perdre ce soir. Donc ça veut dire qu'ils vont perdre le Maine, perdre l'Alaska. Ils ne vont pas gagner le Michigan, malgré les sondages bidons qui ont été publiés. Un sondage de l'université Susquehanna, en Pennsylvanie, un institut républicain conservateur, publié aujourd'hui dans le Michigan, donne El Sayed à plus de 6 points d'avance, selon mon estimation. Je vais publier un article sur Substack à propos du Sénat, si vous regardez ce qu'il y a derrière les chiffres. Historiquement, je peux comprendre que le Sénat américain fonctionne souvent ainsi, puisque, à chaque cycle électoral, seul un tiers des sièges est en jeu, les mandats étant de 6 ans. Avec une carte favorable, autrement dit, il n'y avait que 2 sièges du Sénat détenus par les républicains, qui étaient même serrés en 2024. Et il y a 2 sièges démocrates détenus dans des États remportés par Trump. Donc, sur le papier, 2026 devrait être une formalité pour les républicains. Mais voilà à quel point la situation est mauvaise en réalité. Ils sont derrière dans l'Ohio, dans l'Iowa, dans le Michigan, en Caroline du Nord, en Géorgie, dans le Maine, en Alaska, au Texas. Ils sont donc déjà en passe non seulement de perdre le Sénat, mais de le perdre assez largement. Et si l'on remonte aux élections, où l'on trouvait une combinaison de guerre, de récession, de réalignement politique ou de scandale, au moins 2 de ces 4 éléments. Le parti sortant, le parti de la Maison-Blanche, a perdu au moins 4 sièges au Sénat à chaque fois, 100% du temps. Et le nombre moyen de sièges sénatoriaux qu'ils ont perdus est de 9. 9. Et ici, nous avons une guerre, la guerre contre l'Iran, et la guerre devenue la plus impopulaire aussi rapidement dans l'histoire américaine.
Nous avons ce que les électeurs américains décrivent comme des conditions de récession et une mauvaise situation économique. Moins d'un Américain sur 4 juge l'économie bonne. Il y a le scandale des dossiers Epstein, qui n'en finit pas. Cette semaine et la semaine dernière, des juges ont rendu des décisions ordonnant la divulgation d'informations en affirmant qu'ils avaient violé la loi sur la transparence des dossiers Epstein. Et puis, il y a un réalignement de fond chez les jeunes électeurs, en particulier les hommes hispaniques et afro-américains, sans se limiter à ces groupes. Ils sont montés dans le train Trump en 2024 avec l'électorat industriel et anti-guerre, dans des États comme le Maine, le New Hampshire, l'Ohio, l'Iowa, le Wisconsin et la Pennsylvanie, et jusqu'au Montana et à l'Alaska, qui ont une tradition de vote anti-guerre. Il suffit de revenir en arrière et de comparer les marges de Bush en 2000 et en 2004. Elles ont en fait diminué ou sont restées stables par rapport au reste du pays à cause de leur scepticisme envers la guerre et de leur critique de la guerre. Et c'était à une époque où la guerre en Irak n'était pas très impopulaire. Ça, c'est arrivé 2 ans plus tard. Donc, Trump fait face à ces 4 facteurs. Qu'est-ce que ça implique? 9 sièges ou plus perdus au Sénat et 30 sièges ou plus perdus à la Chambre des représentants. Et toute l'année, ce sera enquêté, destitué, enquêté, destitué, enquêté, destitué. C'est pour ça que les gens pensent que Trump pourra repartir à l'offensive après les élections de mi-mandat. Comment? Il va se battre pour sa survie politique, avec un risque énorme d'être destitué de la présidence. Ce sont les réalités politiques, économiques et militaires qui enferment Trump. C'est juste que n'importe quel jour, Trump se convainc qu'elles ne le contraignent pas du tout. Je pense, Robert, que si l'on regarde le comportement de Donald Trump, en particulier durant son second mandat, dans sa version Trump 2.0, il simplifie tout à l'excès. Tout. Il simplifie tout à l'excès et de manière dangereuse. Chaque fois qu'il est question de l'Ukraine ou du Moyen-Orient, tout tourne autour de ses relations personnelles avec les gens. Ce n'est pas une question de complexité des relations entre 2 pays, avec tous les problèmes que cela implique. Vous savez, des calculs compliqués de part et d'autre, du côté des États-Unis, du côté de la Russie, du côté des Iraniens, je dirais aussi du côté de l'Arabie saoudite, par exemple. Il ne le voit pas. Il veut tout simplifier. Ça ne marche pas. C'est le problème, je pense, l'un des principaux problèmes avec Donald Trump. Et il n'est pas assez patient pour comprendre ou pour laisser quelqu'un lui expliquer la complexité de la question. C'est ça, le problème. Il ne s'agit pas d'obtenir les informations. Il s'agit de comprendre à quel point cette situation est difficile, au lieu de la simplifier et de la simplifier à l'excès. Oui, la meilleure façon de le décrire. Vous savez, quand j'étais enfant, j'adorais l'art de la négociation. Et ma citation préférée dans ce livre, c'était quand Trump disait « Attendez-vous au meilleur, mais préparez-vous au pire ». Le Trump de son premier mandat, le candidat Trump de 2024 et même le Trump du début de 2025, c'était quelqu'un qui s'attendait au meilleur. Toute cette pensée positive, cette forme de vœu pieux qui peut aider à faire advenir quelque chose. Mais c'était toujours encadré par ce que vous décrivez, le réalisme objectif. Ce réalisme objectif a disparu depuis la fin de l'automne. Et maintenant, il se livre régulièrement à la pensée magique et à la fabulation. Et il voit le monde, comme vous le soulignez, à la manière d'un empereur de l'ancienne école. Qui ne pense pas à la complexité des tribus, de la religion, de la politique, de l'économie, à ce qui se joue en dessous. Non, non. C'est juste le grand empereur LJF Trump. Débrouillez-vous. Choisissez un dirigeant, vous voyez ce genre de choses. Et si vous ne faites pas ce que Trump dit, Trump va venir vous kidnapper et vous arrêter en pleine nuit,
ou vous bombardez en pleine négociation, parce que je suis le grand Trump, je suis l'empereur Trump, et vous allez m'apporter un tribut. Et si vous ne le faites pas, je vous punirai. Alors, la Corée du Sud n'envoie pas quoi, un navire pour aider dans le détroit d'Ormuz. Eh bien, le dirigeant nord-coréen m'aime bien, donc Trump aime davantage la Corée du Nord. Au diable, la Corée du Sud. Enfin, ce sont des réactions dignes d'un tout petit. Sa mesquinerie est hors norme. Mais ça éclaire tout ce qu'il fait. Donc ce ne sont pas des gens qui essaient d'aborder Trump comme l'ancien Trump et qui découvrent que ça ne marche pas. Ça ne marche pas en termes de pouvoir explicatif. Ça ne marche pas non plus en termes de pouvoir prédictif. C'est pour ça que certains se disent « Bon, Trump doit être soumis à un chantage, à de l'extorsion ou corrompu par Israël ou autre chose. » Mais ça ne permet pas de prédire quoi que ce soit, parce que ça n'explique pas cette pensée simpliste. Ça n'explique pas le processus de décision amoindri. Ça n'explique pas le Venezuela, Cuba, la Russie, le Groenland, ni tous ces autres endroits à propos desquels il part en vrille. C'est donc presque une histoire de fond que les gens ont essayé de placer au premier plan. C'est pour ça que même ça ne constitue pas un frein. Même s'il y avait, disons, pour une raison ou une autre, des acteurs modérateurs en Israël, ça ne freinerait pas Trump en ce moment. Parce que Trump veut conquérir les Perses, gagner une guerre terrestre contre les Russes et bluffer les Chinois, le tout la même année. Ce sont les trois choses que vous savez, pas besoin d'avoir vu Princess Bride pour savoir qu'on ne les fait pas. Donc voilà son état d'esprit. Il y a une force de retenue avec J.D. Vance. Il y en a une avec le général Kane. Il y en a une avec les gens sur le terrain. Bessent et Wright savent, en coulisses, ils n'en parleront pas publiquement, que ce n'est pas soutenable économiquement, ni soutenable sur le plan énergétique. Ils ne sont pas aussi stupides qu'ils en donnent l'impression à la télévision pour Trump. Mais le problème, c'est toujours Trump. Trump reste au centre de tout ça, et il est imprévisible. Donc oui, c'est pour ça que j'encouragerais les gens à le convaincre qu'il a gagné. Convainquez-le que l'Iran s'est vraiment effondré, qu'ils sont sur le point qu'ils travaillent à une grande statue dorée de vous, Monsieur le Président. Ils vont la mettre en plein milieu de Téhéran. Mais pour que ça puisse se faire, il faut qu'on lève le blocus, afin qu'ils puissent faire entrer tout l'or nécessaire pour construire une statue de vous, Monsieur le Président. C'est à ce niveau-là qu'il en est émotionnellement en ce moment sur le plan intellectuel. Donc voilà le grand risque. Le grand risque, tout au long de cette guerre, et qui continuera d'être le grand risque, c'est que personne ne peut prédire de manière adéquate ou complète ce que Trump pourrait essayer de faire. Ce que nous savons, c'est que militairement, il ne peut pas vaincre l'Iran. Économiquement, il ne va pas vaincre l'Iran. Et politiquement, il est dans de très, très gros ennuis. Et ce seront de vraies contraintes sur sa capacité à accomplir quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il ne tentera pas quelque chose de fou d'ici là. What's happening to him when it comes to Ukraine? Que se passe-t-il chez lui quand il s'agit de l'Ukraine? Comment comprendre ce type alors qu'il sait ce qui se passe en Ukraine? Au moins, il reçoit des informations, le peu d'informations qu'il reçoit. Mais j'ai l'impression qu'il ne se soucie plus de l'Ukraine. Il reste simplement à l'écart et laisse la guerre se poursuivre. De temps en temps, quand la CIA, Radcliffe, parce que Radcliffe est un immense partisan de l'Ukraine, lui souffle que l'Ukraine peut peut-être gagner, Trump répond « oui, oui ». Et ensuite, vous le voyez dire quelque chose ou faire pression pour quelque chose. Ou bien « oui, on va vous donner des armes à longue portée, Zelensky. Et peut-être que vous pouvez essayer de tuer Poutine, ce ne serait pas une grande victoire. » Quelque chose que Trump n'aurait jamais fait pendant son premier mandat et qu'il n'aurait pas fait non plus durant les 6 premiers mois de son second mandat. Parce que même Scott Bessent lui a dit « Vous savez, Zelensky est un cocaïnomane. » Trump lui-même a dit que Zelensky était le plus grand en coulisses,
le plus grand escroc de tous les temps. Vous savez que Vance ne peut pas le supporter. Mais enfin, j'ai eu ce débat avec Vance, à l'automne, en privé, sur le fait que la CIA et Radcliffe lui fournissent de faux renseignements et que Kellogg relayait les pires absurdités de bout en bout. Pendant un temps, Trump y a cru. Et puis maintenant, de façon intermittente, il y croit encore. Oh oui, la Russie est vraiment sur le point de s'effondrer. Oui, oui, oui. Poutine a besoin que je lui rende un service. Et la plupart du temps, la réalité reprend le dessus. Parce qu'il y a cette part de Trump qui comprend que Zelensky ne va pas battre Poutine. Dans son esprit, il compare ces deux personnes. Il individualise et personnalise les conflits. Ce qui est un peu fou, mais c'est là où en est son cerveau aujourd'hui. Alors la plupart du temps, il reste à l'écart. Il veut pas être tenu responsable si l'Ukraine tombe. Il veut seulement être tenu responsable si l'Ukraine réussit. Et la plupart du temps, il pense que l'Ukraine ne va pas réussir. Mais il n'a pas empêché Radcliffe de lui fournir des cibles situées loin à l'intérieur de la Russie, ni d'aider à créer cette armée terroriste ukrainienne, façon opération Gladio, partout dans le monde, pour mener des opérations sous faux pavillons, n'importe où et partout. Dieu sait où ils vont surgir la prochaine fois. Et c'est ça, le problème. Il a complètement roulé la Russie sur l'accord qu'il avait promis en août. Et maintenant, les Russes ne sont plus intéressés par les négociations. Ils vont simplement prendre tout ce qui est utile en Ukraine. Ils prendront Odessa. Ils prendront la côte de la mer Noire. Ils prendront tout. Ils pourraient même prendre Kiev. C'est certain, ils vont prendre tout ce qui se trouve à l'est du fleuve. Et ils en sont probablement beaucoup plus près. À la Maison-Blanche, certains pensent qu'il faudra encore 1 an ou 2. Et je me dis qu'il faudra probablement encore des mois avant qu'ils prennent le reste du Donbass. Ensuite, tout le reste, ce ne sont que des champs à découvert. La guerre d'usure et la doctrine de la bataille en profondeur remontent surtout à des généraux russes, il y a plus d'1 siècle. Et ce que cela montre, c'est que les guerres d'usure avancent très très lentement, jusqu'au moment où elles se mettent à avancer très très vite. Et je pense que on est à la veille de ce basculement très très rapide. Il y a des gens autour de Vance et ailleurs. Le chef de cabinet de Vance démissionne. C'est très très bien. Son chef de cabinet lui posait problème sur toute une série de sujets. C'était la seule personne de son équipe qui était davantage alignée sur les intérêts néoconservateurs, ceux de l'État profond et les intérêts israéliens. Donc, le fait que ce type soit écarté est une bonne chose, parce que tous les autres membres de son entourage sont profondément sceptiques. Ils sont non interventionnistes, réalistes sur le plan géopolitique, et ils voient ce qui se passe. Et il reste une possibilité. Si Trump s'effondre et ne corrige pas du tout sa trajectoire avant les élections de mi-mandat, ces élections pourraient être tellement mauvaises pour lui que les démocrates le destitueraient réellement de la présidence et donneraient à Vance l'occasion de jouer le rôle de Gerald Ford, d'une manière qui pourrait s'avérer, et le premier qu'on licencierait, ce serait Hegseth. Le deuxième serait Radcliffe, à la CIA. Le troisième, Lutnick, au commerce. Et le quatrième, Bessent, au trésor. Cela dit, on pourrait garder Bessent en raison du respect dont il jouit d'anguille à Wall Street, je veux dire. Mais les 3 autres ont probablement disparu, c'est quasiment certain, parce que Elbridge Colby est très lié à tout ça. Et Colby veut quel était son grand projet? Se retirer du Moyen-Orient et engager une détente avec la Russie et la Chine. Enfin, une détente avec la Russie pour la séparer de la Chine. L'inverse de ce qu'a fait Nixon dans les années 70. C'est donc ce que Colby aurait le pouvoir de faire. Et tout à coup, vous pourriez avoir... Vous voyez, ce sont des gens liés à Colby qui avancent l'idée d'utiliser la guerre en Iran pour réduire radicalement notre présence militaire au Moyen-Orient. Il a toujours voulu faire ça. Il voulait déjà le faire il y a 10 ans.
Et maintenant, il utilise la guerre en Iran comme prétexte pour le faire, en disant, vous savez quoi, ça n'a pas si bien marché que ça. Les populations locales ne veulent plus vraiment de nous là-bas. Enfin, etc. Mais lui a toujours voulu réduire notre empreinte au Moyen-Orient. C'est ce qui arrive, d'une manière ou d'une autre. La guerre contre l'Iran sera peut-être l'équivalent de ce qu'a été Suez pour les Britanniques. Vous savez, c'était davantage un indicateur de leur situation que la création de quelque chose qui n'existait pas auparavant. La réalité, c'est que notre armée est sursollicitée depuis des décennies. Elle n'est pas aussi capable ni aussi compétente que nous aimons le prétendre face aux champs de bataille modernes. Notre présence au Moyen-Orient n'a jamais été productive, et certainement pas ces 30 dernières années et plus. Et avec la guerre contre l'Iran, ce n'est que l'aboutissement de tout cela. Elle ne renverse rien, à part des attentes qui n'étaient déjà plus fondées. Yeah. Yeah. Oui. Thank you Merci so much. beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. À très bientôt. Merci. See you soon. Au revoir.